5. Le prétendu fonds du travail. Labor Fund. Les capitalistes, leurs copropriétaires, leurs hommes liges et leurs gouvernements gaspillent chaque année une partie considérable du produit net annuel. De plus, ils retiennent dans leurs fonds de consommation une foule d'objets d'usage lent, propres à un emploi reproductif, et ils stérilisent à leur service personnel une foule de forces ouvrières. La quote-part de la richesse qui se capitalise n'est donc jamais aussi large qu'elle pourrait l'être. Son rapport de grandeur vis-à-vis du total de la richesse sociale change avec tout changement survenu dans le partage de la plus-value en revenus personnels et en capital additionnel, et la proportion suivant laquelle se fait ce partage varie sans cesse sous l'influence de conjonctures auxquelles nous ne nous arrêterons pas ici. Il nous suffit d'avoir constaté qu'au lieu d'être une aliquote prédéterminée et fixe de la richesse sociale, le capital n'en est qu'une fraction variable et flottante. Quant au capital déjà accumulé et mis en œuvre, bien que sa valeur soit déterminée, de même que la masse des marchandises dont il se compose, il ne représente point une force productrice constante, opérant d'une manière uniforme. Nous avons vu au contraire qu'il admet une grande latitude par rapport à l'intensité, l'efficacité et l'étendue de son action. En examinant les causes de ce phénomène, nous nous étions placés au point de vue de la production, mais il ne faut pas oublier que les divers degrés de vitesse de la circulation concourent à leur tour à modifier considérablement l'action d'un capital donné. En dépit de ces faits, les économistes ont toujours été trop disposés à ne voir dans le capital qu'une portion prédéterminée de la richesse sociale, qu'une somme donnée de marchandises et de forces ouvrières opérant d'une manière à peu près uniforme. Mais Bentham, l'oracle philistin du XIXe siècle, a élevé ce préjugé au rang d'un dogme. Note 78. Bentham est parmi les philosophes ce que son compatriote Martin Tupper est parmi les poètes. Le lieu commun raisonneur, voilà la philosophie de l'un et la poésie de l'autre. Note 79. Le dogme de la quantité fixe du capital social, à chaque moment donné, non seulement vient se heurter contre les phénomènes les plus ordinaires de la production, tels que ses mouvements d'expansion et de contraction, mais il rend l'accumulation même à peu près incompréhensible. Note 80. Aussi n'a-t-il été mis en avant par Bentham et ses acolytes, les McCulloch, les Mill et Tutti Quanti, qu'avec une arrière-pensée utilitaire. Il l'applique de préférence à cette partie du capital qui s'échange entre la force ouvrière, et qu'ils appellent indifféremment fonds de salaire, fonds du travail. D'après eux, c'est là une fraction particulière de la richesse sociale, la valeur d'une certaine quantité de subsistance, dont la nature pose à chaque moment les bornes fatales que la classe travailleuse s'escrime vainement à franchir. La somme à distribuer parmi les salariés étant ainsi donnée, il s'ensuit que si la quote-part dévolue à chacun des partageants est trop petite, c'est parce que leur nombre est trop grand, et qu'en dernière analyse, leur misère est un fait non de l'ordre social, mais de l'ordre naturel. En premier lieu, les limites que le système capitaliste prescrit à la consommation du producteur ne sont naturelles que dans le milieu propre à ce système, de même que le fouet ne fonctionne comme aiguillon naturel du travail que dans le milieu esclavagiste. C'est en effet la nature de la production capitaliste que de limiter la part du producteur à ce qui est nécessaire pour l'entretien de sa force ouvrière et d'octroyer le surplus de son produit aux capitalistes. Il est encore de la nature de ce système que le produit net, qui échoit au capitaliste, soit aussi divisé par lui en revenus et en capital additionnel, tandis qu'il n'y a que des cas exceptionnels où le travailleur puisse augmenter son fonds de consommation en empiétant sur celui du non-travailleur. Ouvrez les guillemets. Le riche, dit Sismondi, fait la loi aux pauvres. Car, faisant lui-même le partage de la production annuelle, tout ce qu'il nomme revenu, il le garde pour le consommer lui-même. Tout ce qu'il nomme capital, il le cède aux pauvres, pour que celui-ci en fasse son revenu. Note 81, fermez les guillemets. Lisez, pour que celui-ci, lui, en fasse un revenu additionnel. Ouvrez les guillemets. Le produit du travail, dit John Stuart Mill, est aujourd'hui distribué en raison inverse du travail. La plus grande part est pour ceux qui ne travaillent jamais, puis les mieux partagés sont ceux dont le travail n'est presque que nominal, de sorte que de degré en degré, la rétribution se rétrécit à mesure que le travail devient plus désagréable et plus pénible, si bien qu'enfin, le labeur le plus fatigant, le plus exténuant, ne peut pas même compter avec certitude sur l'acquisition des choses les plus nécessaires à la vie. Note 82, fermez les guillemets. Ce qu'il aurait donc fallu prouver avant tout, c'était que, malgré son origine toute récente, le mode capitaliste de la production sociale en est néanmoins le mode immuable et naturel.
Mais même dans les données du système capitaliste, il est faux que le fonds du salaire soit prédéterminé ou par la grandeur de la richesse sociale ou par celle du capital social. Le capital social n'étant qu'une fraction variable et flottante de la richesse sociale, le fonds de salaire, qui n'est qu'une quote-part de ce capital, ne saurait être une quote-part fixe et prédéterminée de la richesse sociale. De l'autre côté, la grandeur relative du fonds de salaire dépend de la proportion suivant laquelle le capital social se divise en capital constant et en capital variable. Et cette proportion, comme nous l'avons déjà vu et comme nous l'exposerons encore plus en détail dans les chapitres suivants, ne reste pas la même durant le cours de l'accumulation. Un exemple de la tautologie absurde à laquelle aboutit la doctrine de la quantité fixe du fonds de salaire nous est fourni par le professeur Fawcett. Ouvrez les guillemets. Le capital circulant d'un pays, dit-il, est son fonds d'entretien du travail. Pour calculer le salaire moyen qu'obtient l'ouvrier, il suffit donc de diviser tout simplement ce capital par le chiffre de la population ouvrière. Note 83, fermez les guillemets. C'est-à-dire que l'on commence par additionner les salaires individuels actuellement payés pour affirmer ensuite que cette addition donne la valeur du « fonds du salaire ». Puis on divise cette somme non par le nombre des ouvriers employés, mais par celui de toute la population ouvrière, et l'on découvre ainsi combien il en peut tomber sur chaque tête. La belle finesse. Cependant, sans reprendre haleine, M. Fawcett continue. Ouvrez les guillemets. La richesse totale, annuellement accumulée en Angleterre, se divise en deux parties. L'une est employée chez nous à l'entretien de notre propre industrie, l'autre est exportée dans d'autres pays. La partie employée dans notre industrie ne forme pas une portion importante de la richesse annuellement accumulée dans ce pays. Note 84, fermez les guillemets. Aussi, la plus grande partie du produit net, annuellement croissant, se capitalisera non en Angleterre, mais à l'étranger. Elle échappe donc à l'ouvrier anglais sans compensation aucune. Mais en même temps que ce capital surnuméraire, n'exporterait-on pas aussi par hasard une bonne partie du fonds assigné au travail anglais par la Providence et par Bentham? Note 85.